Bonjour et bienvenue dans cette leçon numéro 1. Donc, comme on l'avait déjà évoqué précédemment dans la leçon numéro 0, nous allons aborder aujourd'hui un thème, on va dire le premier thème qui nous intéresse, c'est l'informatique et l'ordinateur. Nous allons détailler un petit peu les composants et parler un petit peu de la notion générale qu'est-ce qu'un ordinateur. Donc la dernière fois, on a vu que l'informatique, c'était un outil formidable pour faire plein de tâches, pour automatiser notre travail, pour nous rendre la vie plus agréable, pour nos loisirs. Et aussi, nous avons vu qu'il y avait pas mal de problématiques avec l'ordinateur et l'informatique en général, à cause d'un manquement, on va dire, de notions de base. Donc on ne connaît pas des choses simples dans l'informatique, ce qui nous pénalise dans l'utilisation. À savoir que l'ordinateur et l'informatique domestique moderne a été créé pour monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire n'importe qui, normalement, peut utiliser un programme, un ordinateur facilement. Mais ces gens-là, ils rentrent dans l'aventure sans avoir quelques connaissances de base. Et tout le bénéfice est gâché, ou presque. Il y a toujours des problèmes, il y a des bugs, il y a des plantages, on ne sait pas, ça marche pas, pourquoi, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Donc ça, on l'a vu, on a parlé rapidement de ça dans la leçon numéro 0. Aujourd'hui, on va commencer depuis le début, j'allais dire, les fondamentaux. Ce que nous allons faire un travail de simplification. Et c'est une grande simplification. Pour que ce cours puisse être accessible à tout le monde, il faut qu'on mette, comment dire, les choses vraiment à plat et qu'on commence avec des notions vraiment basiques qui sont, j'allais dire, un peu, qui sont pas très justes, mais qui sont nécessaires pour qu'on puisse bâtir dessus et aller de l'avant. Donc pour les gens qui connaissent un petit peu l'informatique, je sais que c'est pas, ça, vous n'allez pas être d'accord sur tous les points. C'est une chose que je vous l'accorde, mais je pense, à mon avis, qu'il faut des fois simplifier les choses pour les rendre accessibles, ensuite monter dans la difficulté progressivement. Bon, alors, donc on a fait une petite introduction où on a parlé de ce qui rendait l'informatique si difficile à utiliser. On a même donné des exemples. L'exemple de la personne à qui on veut apprendre à conduire une voiture, qui ne sait pas ce que ça veut dire le mot volant, il ne sait même pas ce que c'est. Donc voilà, c'est mort, on ne peut rien faire. On a donné des exemples, on est parti sur des exemples, qu'est-ce qu'un répertoire, qu'est-ce qu'un fichier, voilà. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par la terminologie. Bon. Terminologie, ça veut dire, on va s'attaquer au mot informatique, le décomposer, comme à l'écran, vous arrivez à le voir là à l'écran. Le mot informatique est composé de deux parties. La première partie, c'est information, et la deuxième partie, c'est automatique. Donc, grosso modo, le mot informatique, quand on mélange ces deux concepts, veut dire le traitement automatique de l'information. C'est-à-dire qu'on a des informations et qu'on va les traiter et avoir des résultats, et on va essayer de faire ce traitement et obtenir ces résultats d'une manière automatique. Voilà. Donc le mot, il a été... maintenant, tout le monde sait de quoi on parle quand on dit informatique, mais je pense que on prend, comme je vous l'ai dit, depuis le début, et on monte. Voilà. Donc là, informatique, on passe à autre chose. Un bref historique. Avant, je ne vais pas vous faire tout l'historique de l'informatique, avant l'apparition du transistor, après l'apparition, bon,
l'être humain, depuis le début, son rêve, c'était essayer de créer une espèce d'intelligence qui arrive à raisonner, à résoudre des problèmes, à faire des calculs. Et ça, depuis l'Antiquité. Bien sûr, ils n'avaient pas les moyens techniques, ni les connaissances pour y arriver. Et les choses sont venues petit à petit, vers 1900, on va dire 20, 30, 40, 50, 60, jusqu'à notre jour, où les choses ont commencé un peu à évoluer et à progresser. Donc ici, vous voyez un exemple d'un ordinateur de 1946. Hein, c'est pas le seul exemple, hein, il y en a des tas et des tas. Je vous invite à aller sur Internet pour voir un peu, faire une petite recherche sur l'historique des ordinateurs, pour voir un peu tout ça. C'est très intéressant et très vaste. Et comme on le voit ici, la taille gigantesque d'un ordinateur en 1946, qui faisait des calculs tout simples, hein, il faut le dire, qui nécessitait des équipes de chercheurs qui étaient super pointus, qui connaissaient, qui étaient vraiment, on va dire, des professionnels, hein, c'était pas monsieur, madame, tout le monde, comparé à aujourd'hui, pour nous les utilisateurs. Il fallait une place énorme, il fallait des moyens de refroidissement, il fallait voilà, beaucoup d'électricité. Bon, on prend l'exemple de cet ordinateur. Donc, cet ordinateur Lignac de 46, donc il pesait plus de 30 tonnes, donc vous imaginez un petit peu avoir 30 tonnes d'informatique chez vous pour faire des opérations toutes simples, c'est pas évident. Une surface, il était étalé sur une surface de 72 mètres carrés, donc quand même c'était une grande salle. Et il effectuait environ 330 multiplications par seconde. Donc vous voyez aujourd'hui qu'avec une petite calculatrice, on peut faire beaucoup mieux. Voilà, on peut faire pas mal de choses. Bon. Ça, pour vous dire que l'évolution a été rapide, mais il y a eu quand même une évolution. On a démarré de très loin avec rien du tout, et petit à petit, dans les années 50, 60, 70, 80, où on a eu pas mal de miniaturisation des composants, d'une, et on a eu, dans les années 80, l'apparition des ordinateurs individuels. Donc à l'époque, il y avait IBM, il y avait Apple, et certains d'autres. Donc cette apparition des ordinateurs individuels, ou PC comme on les appelle, personnel computer, ces outils-là sont rentrés dans la vie de tous les jours, et l'informatique s'est métamorphosée. C'est-à-dire, à l'époque, il fallait être docteur, ou mathématicien, ou chercheur, ou électronicien, pour pouvoir utiliser ou entretenir un ordinateur. Aujourd'hui, ou même avec l'apparition de ces appareils que je disais tout à l'heure, les PC, les personnels computers, ces ordinateurs individuels, donc, étaient destinés au grand public. À monsieur, madame, tout le monde, on peut les allumer, les éteindre, faire des traitements, faire de la maintenance, les réinstaller, beaucoup de choses. Donc l'informatique a été très très simplifiée par rapport à ça. Maintenant, nous allons prendre un ordinateur et nous allons le décomposer pour voir comment il fonctionne et quels sont les composants qui le caractérisent. Donc un ordinateur se compose de deux branches distinctes, on va dire de sous-organes. On a tout ce qui est matériel et tout ce qui est programme. Donc on peut faire une séparation. Matériel, en anglais on dit hardware. Bon, c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours, mais si un jour on vous dit hardware, ou vous entendez à la télé, ou peu importe le mot hardware, eh ben vous saurez de quoi on parle. C'est-à-dire, on parle des composants matériels. Et on a la partie logiciel, programme, qu'on appelle software en anglais. Cette partie programme, on va l'aborder tout à l'heure. Si on fait un parallèle entre un être humain et un ordinateur, tout ce qui est
matériel, hardware pour l'ordinateur. Pour l'être humain, c'est son corps. C'est les organes, le sang, les cheveux, voilà. C'est tout ce qu'on peut toucher, tout ce qui est palpable. Et tout ce qui est programme software pour un ordinateur, on peut dire, pour un être humain, c'est son intellect. C'est ses idées, ses pensées, voilà. C'est des choses abstraites qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher une idée. C'est quelque chose c'est un processus qui aboutit à ce que cette idée soit dans notre cerveau et ainsi de suite. Et bien c'est la même chose. Dans un ordinateur, un programme, un software, c'est la même chose. C'est un programme qui s'exécute à l'intérieur. C'est des instructions qui font un travail et qu'on ne peut pas toucher avec les mains. Bon, alors on va commencer par le matériel, le hardware. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas avoir peur, hein, on va les aborder petit à petit, sereinement, doucement, et essayer de décortiquer ces concepts. Donc, pour comprendre, on va faire un petit parallèle. Vous avez vu que j'aime bien les exemples, donc je vous donne un autre exemple. Nous, les êtres humains, on conçoit des choses artificielles, voilà, on les fabrique, on les invente, mais on s'inspire du naturel. Là, vous avez l'exemple d'un avion, on voit clairement que c'est inspiré d'un oiseau. On a plusieurs concepts. Quand on veut faire quelque chose qui vole, on regarde la nature. Et qu'est-ce qui vole dans la nature? C'est les oiseaux. Hop, on s'inspire des oiseaux. On veut faire un sous-marin, je sais pas, un bateau, quelque chose qui va dans l'eau, on regarde les poissons par exemple. On a beaucoup d'idées comme ça, de concepts, de biomimétisme qu'on pompe sur la nature et qu'on arrive à... C'est des solutions, en fait. La nature, elle a mis des années et des siècles et des millions d'années même à trouver certaines solutions, à perfectionner certaines espèces, et puis nous, on vient, et puis on regarde ce qui nous correspond, et on prend. Donc voilà, là, c'est le parallèle entre artificiel et naturel. Donc l'ordinateur, c'est quelque chose d'artificiel, c'est-à-dire c'est l'être humain qui a créé cette machine. Qu'est-ce qu'elle fait, cette machine? On a vu au départ que cette machine traitait des informations. Donc on va s'inspirer de quel, on va dire, être vivant ou de quel concept naturel dans la nature pour créer ce genre de machine. Eh bien, on va s'inspirer de l'homme. Voilà. Donc l'homme, pourquoi? Parce que nous, notre cerveau, on arrive à faire des traitements, on arrive à traiter l'information, à résoudre des problèmes, à réfléchir, à prendre du recul, à analyser, et en quelque sorte, d'une manière très simplifiée, l'ordinateur arrive à faire quelques tâches, certaines de ces tâches-là que l'être humain fait. Donc on s'est inspiré d'un cerveau d'un être humain. Et pour comprendre le fonctionnement d'un ordinateur, on va garder en tête le fonctionnement d'un cerveau humain. Donc l'ordinateur. Voilà, on met un socle, on dit un ordinateur, il se compose de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va voir. Donc on peut dire qu'un ordinateur se compose d'un processeur. Waouh, c'est quoi ce mot processeur? Ça me fait peur. Bon, il ne faut pas avoir peur. Le mot processeur, c'est une pièce, c'est un organe dans l'ordinateur. C'est l'équivalent de votre cerveau, d'une partie de votre cerveau. Et ce processeur, c'est lui qui va faire les traitements. C'est-à-dire, on va introduire des instructions, des données, dans ce processeur, et ce processeur va nous faire un traitement. D'accord? Donc là, on voit la définition. Le processeur, c'est le composant qui exécute les programmes, et en anglais, on appelle ça un CPU. Bon, c'est une abréviation, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est l'organe, l'essentiel, c'est l'organe qui exécute les traitements. Alors, est-ce que cela suffit pour avoir un ordinateur? Bon, on va faire introduire un autre élément. On va parler de la RAM. La RAM, c'est la mémoire vive de l'ordinateur, en anglais Random Access Memory, d'où la RAM.
C'est quoi cette mémoire, à quoi elle sert, comment on la rentre, et bon, on va voir. Quand on rentre des informations ou des données, ces informations et ces données sont stockées dans cette mémoire. Et le processeur pioche dans cette mémoire, prend toutes les informations nécessaires, fait le traitement, et le résultat qui sort, il le stocke dans cette mémoire. Voilà. Donc c'est l'équivalent aussi de la mémoire de votre cerveau. Quand je vous dis 5 plus 5, vous allez me dire 10. Et bien pourquoi vous avez dit 10? Parce que vous avez entendu 5 plus 5, vous l'avez mémorisé dans votre tête, et vous avez fait le traitement, vous avez dit 5 plus 5 est égal à 10, hop, et je donne 10. Et vous avez dit 10. Voilà. Donc ça, c'est enfantin, c'est très facile. Mais suivez bien, restez concentrés, ça ne va pas se compliquer, mais on va rajouter d'autres éléments qui constituent l'ordinateur. Maintenant, au lieu de vous dire 5 plus 5, voilà, vous allez me dire 10 rapidement, je vous donne une opération un peu plus complexe. Je vous dis 55 487 plus 58 941 est égal à combien? Vous allez me dire, bon, attends. Oh, de tête, on ne peut pas le faire, mais si on a une feuille et un stylo, comme on le voit à l'écran, on peut, hop, calculer et vous donner le résultat facilement. Ok. Mais l'ordinateur peut le faire parce que, la différence entre vous et l'ordinateur, parce que la mémoire de l'ordinateur est capable, est plus grande que la vôtre, elle peut, la mémoire courte, bon, on ne va pas rentrer dans le cerveau et ses fonctionnalités, mais là on parle de la mémoire courte de notre cerveau. Quand je vous dis 5 plus 5, vous le retenez dans votre cerveau, votre mémoire arrive à écrire toute la phrase. Mais quand je vous dis 55 487 plus 58 941, ça dépasse la limite de votre mémoire, donc vous êtes obligé d'écrire sur une feuille et de faire le traitement partiellement. C'est-à-dire que vous le découpez en petits morceaux et avec l'aide de la feuille et du stylo, vous faites une partie du traitement, hop, je remonte les dizaines, je fais ci, hop, et une opération que tout le monde, normalement, sait faire. Alors, l'ordinateur, si vous voyez là, j'ai mis une erreur volontairement. Le résultat de 55 487 plus 58 941 n'est pas 113 428, mais 114 428. Et on voit l'intérêt de l'ordinateur. Ça ne veut pas dire que on est mieux ou l'ordinateur est mieux. Non, ça veut dire que sur certaines tâches que nous on sait faire, qu'on prend un peu plus de temps à faire, l'ordinateur arrive à les traiter rapidement et relativement sans erreur. Bon, gardez bien l'exemple de la feuille du stylo dans votre cerveau. La RAM. La RAM, comment elle fonctionne? Elle fonctionne, elle stocke des informations et elle les sort quand c'est nécessaire. Mais elle fonctionne à condition d'être reliée à un courant électrique, à l'énergie. Si elle n'a pas d'énergie, la RAM ne sert plus à rien, elle se vide automatiquement. Donc, ce qu'on appelle la RAM, la Random Access Memory, la mémoire courte de l'ordinateur, ou rapide, vive, cette mémoire, c'est une mémoire volatile. Ça veut dire quoi volatile? Ça veut dire une mémoire que quand on coupe l'alimentation de l'ordinateur, et ben cette mémoire se remet à zéro. Elle est vidée. Bon, vous allez me dire que ce n'est pas un grand problème, on rallume et on continue. Mais imaginez que vous avez fait un travail, que vous le stockez sur cette mémoire, vous éteignez l'ordinateur, et quelques temps après, vous voulez reprendre votre travail. Vous allumez l'ordinateur, il n'y a plus rien. Donc à chaque fois, vous êtes obligé de tout recommencer. Donc pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on a inventé, ou qu'est-ce qu'on a introduit? On a introduit ce qu'on appelle le disque dur, qu'on voit là à l'écran. Le disque dur, c'est une mémoire de stockage magnétique d'une grande capacité. Pour éviter ça, on a dit, au lieu que la mémoire vive se vide tout le temps et qu'on repart tout le temps à zéro, on va mettre un support de stockage magnétique. Ça veut dire quoi magnétique? C'est comme les bandes magnétiques qu'on utilisait pour la musique, les cassettes audio, les cassettes vidéo. C'est-à-dire qu'il y a une bande et avec un aimant
on magnétise ou on démagnétise la surface de cette bande pour écrire ou effacer des données. Voilà. Donc le disque dur, c'est seulement un disque en métal, ou plusieurs disques en métal, superposés les uns sur les autres, et avec des têtes de lecture magnétiques, qui peuvent magnétiser ou démagnétiser la surface de ce disque. Et c'est comme ça qu'on arrive à lire et à écrire les informations. Donc, comme nous, on a eu besoin d'une feuille et d'un papier pour écrire l'opération qui était un peu compliquée pour nous, ou un peu grande, un peu longue, on va dire, pour notre mémoire, l'ordinateur utilise aussi le disque dur comme support pour stocker les résultats et lire les données. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, hop, on intègre le disque dur dans notre ordinateur. Maintenant, on voit que la RAM, elle se décharge une fois qu'elle est pleine ou qu'on la vide. Vous entendez souvent dire le mot sauvegarder, sauvegarder. Sauvegarder, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer les informations de la RAM et les stocker sur les disques durs d'une manière permanente. Comme ça, même si on ferme le programme ou l'ordinateur, ou il y a une coupure de courant, on ne sait jamais, eh ben, on ne perd pas les données qu'on a saisies ou les modifications qu'on a fait. Donc dans notre boucle là, on voit l'exécution, on voit que le disque dur ne parle pas directement avec le processeur. Voilà, donc il y a un processus logique entre disque dur, RAM et processeur dans les deux sens pour écrire et lire les informations. On a toujours notre opération, 55 487 plus 58 941, hop, on la fait, on la rentre, elle est stockée sur le disque dur par exemple. Si on veut la traiter, hop, elle est chargée dans la mémoire l'envoie au processeur, le processeur traite, renvoie sur la mémoire l'enregistre sur le disque dur, et si on veut l'afficher, on peut l'afficher à n'importe quel moment. Alors, est-ce qu'on est arrivé au bout, on a tout terminé, on n'a plus besoin de... Eh ben, non. Il reste un composant qui est un composant majeur aussi dans l'ordinateur. Et ce composant, on l'appelle la carte mère. Alors, la carte mère, c'est le support d'interconnexion des composants de l'ordinateur. Bon. Comme son nom l'indique, c'est une carte électronique, hein, c'est comme une carte avec des composants électroniques, avec des emplacements pour placer nos organes, le processeur, la RAM, le disque dur, sur cette carte mère. Donc la carte mère, c'est le socle sur lequel est fixé les différents composants. Et elle fait aussi office, puisque c'est elle qui les relie physiquement, de liens. Elle filtre les échanges entre ces différents composants. D'accord ? Bon, je simplifie, hein, mais c'est comprendre les notions de base. C'est que c'est la carte mère, c'est le support où on va implanter nos organes. Voilà. Donc il faut que tout soit compatible, que les composants soient compatibles avec la carte mère. Il faut que cette carte mère soit alimentée par l'électricité pour pouvoir elle-même alimenter le reste des équipements et pouvoir aussi gérer les échanges et la circulation des données entre les différents organes. J'espère que c'est clair. Et hop, on fait rentrer la carte mère dans notre ordinateur. Du coup, notre ordinateur, donc c'est ça le fondement, la base d'un ordinateur, c'est une carte mère, un support de stockage, sur lequel on fixe des composants, on fixe un processeur qui est le cerveau qui va exécuter les traitements, on fixe une RAM qui est une mémoire vive très rapide mais volatile pour traiter les informations, et une mémoire dite de stockage ou lente comme un disque dur. Et notre ordinateur, il est complet. Bien sûr qu'il reste d'autres composants, mais à l'intérieur de notre ordinateur, on n'a besoin que de ça pour pouvoir utiliser un ordinateur. Il y a autre chose. Donc,
une fois qu'on a notre ordinateur, comment on introduit les données dans cet ordinateur? D'accord? Et comment on exploite les résultats? Il faut avoir des outils, des organes qui nous servent à rentrer les infos, et une fois que ces infos sont traitées, qui nous les ressort. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les périphériques d'entrée. Tout ce qui nous sert à rentrer des informations, c'est des périphériques d'entrée. Tout ce qui nous sert à sortir des résultats, c'est des périphériques de sortie. Le mot périphérique, il vient assez souvent dans l'informatique. Vous l'avez vu tout à l'heure, périphérique veut dire les équipements qui sont à la périphérie de mon ordinateur, qui se connectent dessus ou qui sont dans son entourage direct. Et c'est pour ça qu'on les appelle les périphériques. Bon, c'est quoi ces périphériques? C'est un gros mot pour dire les choses qu'on connaît tous les jours. Les périphériques d'entrée, on a par exemple la webcam. Là, vous me voyez à l'écran, il y a une caméra qui me filme. Ça veut dire qu'il y a une image qui est rentrée dans l'ordinateur, et ben elle est rentrée à travers un périphérique d'entrée qui est une caméra. La souris, c'est pareil. Vous vous servez de la souris pour cliquer sur un bouton, entrer une donnée, déplacer, copier, et ben c'est un périphérique d'entrée. Le clavier, c'est un périphérique d'entrée, c'est le périphérique d'entrée par excellence, c'est là où on rentre les lettres, les chiffres, quelques instructions, et voilà, on communique avec l'ordinateur, on rentre ce qu'on veut à l'aide de ce clavier. Vous entendez mon son aussi, ça veut dire qu'il y a un micro qui enregistre le son. Le micro, c'est un périphérique d'entrée, parce qu'il nous permet de rentrer le son dans l'ordinateur. Et aussi, on a l'exemple d'un joystick ou d'une manette qui sert à diriger un personnage ou à jouer voilà, à l'intérieur d'un environnement de jeu. Et ben, c'est un périphérique d'entrée. Donc, tous les périphériques qui prennent l'information et qui la font rentrer dans l'environnement d'un ordinateur, c'est des périphériques d'entrée. Maintenant, les informations sont rentrées, il y a un traitement qui s'est opéré, il y a des choses en contrepartie qui doivent sortir. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une caméra qui me filme, et bien quelque part, je dois pouvoir sortir ces images ou cette vidéo. Et bien, je la sors sur un écran. Quand je la vois sur un écran, c'est un périphérique de sortie. Le son, c'est idem. Tout ce qui est enceinte et les baffes et tout ce qui s'ensuit, c'est des périphériques de sortie. Ils font sortir le son, c'est des périphériques de sortie. On a l'imprimante qui est un périphérique de sortie. Tout ce qu'on a écrit sur l'ordinateur ou tous les documents, voilà, on peut les sortir. Donc ça, souvent, quand il y a un problème, l'utilisateur ne sait pas où est le problème. Est-ce que le problème, il est dans mon périphérique d'entrée? Est-ce qu'il est au niveau de mon ordinateur? Ou est-ce qu'il est au niveau du périphérique de sortie? On ne sait pas. Et c'est ça qui agace un peu les utilisateurs. Des fois, la webcam ne marche pas. Pourquoi? Parce que la webcam, elle est en panne. Non, c'est pas la webcam qui est en panne, parce que dans l'ordinateur, il n'y a pas le programme qui s'est installé, ou parce que l'écran ne renvoie pas cette image, et ça crée une frustration, et on a ras-le-bol, on dit, bah voilà, moi l'informatique, ça me saoule, j'arrête, et non. Donc, vous voyez que c'est un peu plus compliqué, il y a quelques notions à comprendre et apprendre. Et là, je pense que c'est assez clair pour vous. On a détaillé ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, on parle de partie matérielle, hein, du hardware. Hein. On n'a pas encore évoqué les logiciels, le software. Donc, ordinateur, périphérique d'entrée, périphérique de sortie. On continue. On revient au début. Donc, on a dit que l'ordinateur se composait d'une partie palpable, matérielle, voilà, hardware, et d'une partie abstraite qui est programme, software. On a dit c'est l'équivalent de l'intellect pour nous. On va aborder maintenant le software, les programmes, cette partie qui n'est pas palpable. Donc, on
On a la définition, là, je vous invite à aller sur le site de Wikipédia pour voir un petit peu toutes les définitions, les mots qu'on a sortis ou ressortis, pour approfondir, si vous avez envie d'approfondir, bien sûr, tout ça. Un programme, là, par exemple, on dit, est une suite d'opérations prédéterminées destinées à être exécutées de manière automatique, etc., etc. Bon, quand on lit ça, ça ne nous parle pas trop. Je vais vous donner un petit exemple pour mieux comprendre. Prenons un enfant, voilà, cet enfant ne sait pas conduire un vélo. Il n'a jamais conduit de vélo de toute sa vie. Même un adulte n'a jamais conduit de vélo de toute sa vie. Eh ben, on lui donne un vélo et on lui dit, bah voilà, il faut que tu apprennes à conduire ce vélo, vas-y, entraîne-toi. Quelque temps après, on revient, on trouve cette personne tout à fait capable de conduire un vélo, voilà, il tourne tranquille. Qu'est-ce qui a changé entre avant et après? Pourquoi avant il ne pouvait pas et après il pouvait? C'est seulement le programme dans son cerveau, il a créé un programme pour piloter son corps et le vélo. Et tant que ce programme n'était pas créé, eh ben, il était incapable de conduire ce vélo. Voilà. Et ben, dans les logiciels, dans les ordinateurs, les logiciels, c'est la même chose. Le logiciel sert à développer une faculté ou à résoudre un problème, effectuer une tâche, une mission. Voilà, d'un ordinateur. Je vais vous donner des exemples après, mais aussi un programme, il ne faut pas confondre le programme et son support. Là, vous voyez les supports. Un programme peut être stocké sur une clé USB, sur un disque dur, sur la RAM, sur un DVD, une disquette, une carte mémoire, etc., etc., etc. Le disque dur n'est pas le programme. La RAM n'est pas le programme. La clé USB n'est pas le programme. C'est juste le support sur lequel ou dans lequel on met ce programme. Et ce programme, comme on l'a dit tout à l'heure, quand il s'exécute, il permet aux organes, à l'hardware, comme on a dit tout à l'heure, aux organes, au matériel, d'effectuer certaines tâches. Donc il faut bien saisir la nuance entre le support et le programme. Ok? On prend un DVD ou un CD, il y a un programme qui est écrit dessus, ou un film. Le film, on ne peut pas le toucher. C'est l'interprétation, c'est le déroulement de ce programme qui va, dans un environnement logique, qui va créer ce film, ou qui va créer cette application, ou etc., etc. Donc les programmes, comme on l'a dit tout à l'heure, ils servent à effectuer certaines tâches. Par exemple, pour calculer, je veux calculer, faire une opération. Voilà, toute simple. Eh bien, j'ai besoin d'un programme qui montre à l'ordinateur comment calculer. Si je n'ai pas ce programme, l'ordinateur, je ne pourrai jamais calculer avec. Ok? Bon, bien sûr, dans les ordinateurs que vous achetez, il y a déjà une calculatrice et tout. Ok, on parle d'un ordinateur nu, il n'y a aucun programme dedans, et ben on ne peut pas l'utiliser. Idem, on peut utiliser l'ordinateur comme une montre, regarder l'heure, ok, machin, hop, il faut avoir le programme qui fait. On peut utiliser l'ordinateur comme un instrument de musique, comme une agenda, une machine à écrire, une chaîne Hi-Fi, un magnétoscope, tout ce qu'on veut. Il faut avoir le programme adéquat. Donc des fois, vous voulez faire quelque chose, une tâche, mais vous n'avez pas le programme pour le faire. Je veux rédiger un courrier, mais je n'ai pas le programme qui me permet de rédiger un courrier. Donc je ne peux pas rédiger un courrier. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'informatique. Voilà. Des fois, on ne sait pas bien utiliser le programme. Ou le programme n'est pas adapté à ce que je veux faire. Donc, je n'y arrive pas et je m'énerve. Alors que c'est pas la faute de l'ordinateur, c'est pas la faute du programme, c'est moi qui ai utilisé le mauvais programme. Donc voilà, dans cette leçon 1, j'espère que ça a été clair. Donc, on a fait une petite introduction, on a parlé brièvement de la problématique de l'informatique et des ordinateurs.
On a pris la terminologie du mot informatique. On a fait un bref historique, on a parlé des ordinateurs avant, euh, comment a évolué l'ordinateur depuis ses débuts voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui. On a parlé du fonctionnement de l'ordinateur, euh, comment ça marche un ordinateur. On est rentré dans le détail des matériels et on a abordé le thème des programmes. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette leçon numéro 1. On se retrouve dans la prochaine leçon et on va encore progresser. Et d'ici là, j'espère que ces leçons vont vous rendre des pros de la souris. Merci.